Alexandre Alsagnan, j'aimerais bien parler avec vous maintenant de la Turquie d'aujourd'hui, parce que vous avez fait partie d'une délégation d'avocats français envoyés sur place dans le cadre d'une mission d'observation judiciaire pour le procès des assassins présumés de ce journaliste arménien de Turquie, Randik, en 2009. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui en Turquie? Est-ce que dans la population, on reconnaît ce génocide ou est-ce qu'il y a encore un fort nationalisme en Turquie qui empêche toute discussion là-dessus? La population est biberonnée au discours négationniste, et que ce soit sous un régime kémaliste laïque ou sous le régime actuel depuis plus de 12 ans de l'AKP, du parti de Erdogan. Donc si on doit parler en termes de population globale, on va dire le Turc de la rue, le Turc moyen, il n'a pas les clés, me semble-t-il, d'un raisonnement totalement indépendant. Alors en revanche, si on parle de certains cercles intellectuels libéraux, notamment à Istanbul, là, on peut constater effectivement des avancées extrêmement importantes. Mais l'assassinat de Dink a joué un grand rôle. L'assassinat de Dink, avec cette manifestation de plus de 200 000 personnes dans les rues d'Istanbul, scandant des slogans « Nous sommes tous Hrant », qui c'est le prénom de Dink, « Nous sommes tous des Arméniens », est un événement extrêmement important. Par suite, il y a une demande de pardon fait au peuple arménien à l'initiative de 4 intellectuels turcs. Donc, il y a l'émergence d'une prise de conscience au niveau de la société civile. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce que c'est représentatif de la masse de la population? Malheureusement, je ne pense pas. Et je voudrais apporter une précision quant au génocide des Arméniens. Il ne faut pas oublier, parce que je crois qu'on n'en a pas encore parlé aujourd'hui, qu'il y a eu des étapes antérieures et avant le régime jeune turc qui ont été les massacres de 300 000 Arméniens en 1894-1896. En Cilicie, qui est une région du sud de la Turquie, qu'on a appelé les vêpres ciliciennes. Et puis en 1909, les massacres d'Adana, 30 000 morts arméniens. Donc l'arménien stigmatisé comme étant possiblement un ennemi de l'intérieur, ça commence pas en 1914-1915, c'est bien antérieur à ces événements. Alors en 1915, en fait, ce qui s'est passé il y a 100 ans, c'est qu'il y a notamment la promulgation d'une loi pour clairement chasser les Arméniens de chez eux. Oui, le 26 mai 1915, le gouvernement jeune turc promulgue une loi de déportation des Arméniens. Si on contextualise cette décision, rappelons que 2 jours avant, la Triple Entente, donc la France, la Grande-Bretagne et la Russie, envoient une missive à la Sublime Porte, donc à Constantinople, pour lui dire, voilà, nous sommes au courant que vous êtes en train de commettre un crime de lèse-humanité et de civilisation contre la population arménienne, et vous en rendrez compte à l'issue du conflit. 2 jours après, donc, le 26 mai, le gouvernement jeune turc prend cette décision qui, en fait, revient à une provocation et à du mépris à l'égard de la Triple Entente. Et c'est là que commence officiellement, d'un point de vue administratif, et étatique, donc le génocide. Pour revenir sur ce qu'a dit notre ami, ce sont 250 000 Arméniens qui sont morts en 1894 et 1896. Les massacres ont lieu dans les provinces orientales, au Sassoun et ailleurs. Et là où il a raison, c'est 1909, les massacres en Cilicie, à Adana. Faut vraiment faire attention, parce que je sais qu'on est écouté et regardé par un tas de personnes, et il vaut mieux être précis. Et ne pas oublier qu'il s'est donc passé des choses avant ce génocide, ça explique le déroulement. Raison, c'est que c'est une procédure génocidaire. Aujourd'hui, les historiens se posent la question de savoir s'il ne faut pas élargir d'un point de vue temporel le principe du génocide. Est-ce qu'il ne faut pas remonter aux années 1894-96 pour expliquer, pour en arriver, et ce que dit votre collègue en direct à Erevan est vrai, c'est-à-dire qu'un génocide, ça ne vient pas d'un coup, c'est un processus qui se met en place. Et ça commence par d'abord la discrimination tout simplement dans l'espace public. On vous met de côté, on vous isole, on vous cornérise, on vous interdit ceci, on vous interdit cela, et on vous exclut du corps social, on vous exclut de l'espace public, et là vous devenez une cible facile. Et là, c'est là où la participation de la population devient plus aisée, c'est parce qu'on est totalement marginalisé, on est totalement cornérisé. Merci. Et c'est ce qui s'est passé pour les Juifs, et c'est ce qui s'est passé aussi pour les Tutsis. Et donc débuter cette ségrégation, et puis ensuite il va se passer quelque chose d'horrible. Ce sont ces marches, ces centaines de milliers de personnes qui vont être conduites au fin fond de l'Empire ottoman, dans l'actuelle Syrie.
avec des centaines de milliers de gens qui vont mourir de faim, de soif. Les hommes vont être séparés des femmes et des enfants et on va abandonner ces populations. Oui, c'est cela. Alors généralement, les hommes sont massacrés avant même d'arriver en Syrie. Et c'est surtout des convois de femmes et d'enfants qui arrivent jusqu'au désert de Syrie, puisque les hommes, on l'a entendu tout à l'heure, sont désarmés quand ils sont dans les rangs de l'armée ottomane et massacrés tout aussitôt après. Et pour ce qui concerne les intellectuels, c'est précisément le 24 avril à Constantinople qui sont déportés et éliminés physiquement peu de temps après. Au passage, bien évidemment, notons que Constantinople, les intellectuels arméniens de Constantinople ne présentent pas de danger, puisque un des argumentaires de la Turquie, c'est de dire qu'on a, de manière préventive, éloigné du front caucasien des populations qui étaient dangereuses, regardées comme étant en collusion avec l'armée tsariste. Là, en l'occurrence, 24 avril, on fait une rafle parmi les intellectuels, journalistes, avocats, publicistes arméniens à Constantinople, la capitale, qui ne présente aucun danger. Et donc, la fin du fin, c'est qu'effectivement, après ces marches de la mort, les survivants arrivent dans le désert de Syrie et là sont en proie à des exactions de bandits, de l'organisation spéciale qui a été précisément affrétée par le gouvernement. Il s'agit de repris de justice, qu'on a libéré des prisons ottomanes avec pour consigne d'achever le travail. Alors ensuite va venir le protectorat français. Les Français vont aider ces Arméniens. Un grand espoir pour les rescapés du génocide, le protectorat français sur cette région que j'ai mentionnée tout à l'heure, qui s'appelle la Cilicie, et un certain nombre de rescapés regagnent leur foyer sous protection française, et puis par suite, dans les années 30, après l'instauration de la République en 1923, la France signe un accord avec la nouvelle République kémaliste, quitte la Cilicie, et les Arméniens partent, vais-je dire, dans les bagages de l'armée française pour tout simplement assurer leur sécurité.